J'ai eu la chance et le loisir de regarder le deuxième épisode du Faucon et du Soldat de l'Hiver, Falcon and the Winter Soldier sur Disney+. Et je vous livre comme chaque semaine mon avis éclairé avec plein de spoilers. Donc arrêtez-vous si vous voulez évidemment éviter les spoilers. On va parler d'un peu de tout, mais on parlera des spoilers après. Je vais juste vous donner une première impression, c'est que j'ai pris du vrai plaisir à regarder ce deuxième épisode. Le premier épisode était assez sympa, bien que mal dosé, puisque grosse scène d'action fabuleuse au début, et puis après ils ont installé les personnages, etc. Et donc du coup ça retombait en fait le rythme, hein, et du coup voilà. Ce deuxième épisode qui fait 50 minutes, et ça c'est quand même hyper cool d'avoir des épisodes de 50 minutes et pas des épisodes de 24 minutes, et bien nous en avons foutu plein les yeux. C'est vraiment absolument parfait. L'épisode est parfaitement rythmé, puisque toute la première partie c'est sur le nouveau Captain America, hein, évidemment, le US Agent, qui nous montre vraiment qui il est, et ça c'est assez cool. Et le deuxième partie avec cette scène d'action absolument géniale sur les camions, et puis le développement avec plusieurs révélations, des tiroirs qui s'ouvrent les uns après les autres pour nous hyper. Et c'est même assez étonnant que ils nous hype sur autant de choses. Ils auraient pu garder certaines révélations pour plus tard, mais comme il n'y a que 6 épisodes, il va falloir évidemment aller à l'essentiel. Et moi j'aime bien quand ça va directement à l'essentiel, et que voilà, il n'y a pas l'impression de remplissage. C'est pas juste en attendant un prochain film Marvel. Non, c'est hyper bien dosé, c'est hyper bien produit. Alors la première partie sur le nouveau Captain America, il est vraiment présenté comme un soldat, un bon soldat qui veut faire bien. On le voit s'entraîner, on sent qu'il est balèze, costaud, et il nous montre pas son côté insupportable. Alors c'est vrai qu'il a une tête un peu bizarre, notamment quand il a son casque avec son nez là qui dépasse un peu. Bon, on juge pas le physique des gens, mais je pense que c'est un peu voulu qu'il ait un physique un petit peu moins parfait que Steve Rogers, parfait dans le sens, vous voyez ce que je veux dire, quoi, dans le sens Boy Scout of America. Là, il a un visage plus anguleux, donc il aspire moins la confiance, et puis il joue beaucoup sur cette dualité. Donc pendant toute la première partie, il nous le présente comme un héritier qui a quand même un petit ego, mais qui est complètement une machine médiatique, etc., qui répond aux questions dans un show taillé sur mesure pour lui, avec des questions, il connaît déjà les réponses, il les a appris par cœur. Voilà, on est vraiment dans l'entertainment pur. On se demande au début si c'est un Captain America de pacotille, un Captain America juste pour le symbole, ou si c'est un vrai héros. Et a priori c'est un vrai héros, super soldat, avec donc des capacités développées. Et voilà. Ce qui est bien, c'est que le retour sur Terre se fait très vite, puisqu'il se fait botter le cul, et que très très vite, comme il essaie de créer une équipe d'Avengers un peu bis, avec le Faucon et le Soldat de l'Hiver, il se fait retoquer, et là il montre son vrai visage en disant que c'est un vrai connard, mais on s'y attendait, hein, ceux qui ont lu le comics savent que US Agent est un connard, donc du coup, et que voilà, c'est quelqu'un d'arrogant, sûr de lui, méprisant, tout ce que vous voulez, et donc il ne porte pas le bouclier et les valeurs de Captain America. J'ai aimé la dualité du personnage complexe de Faucon et Soldat de l'Hiver, qui sont des frères d'armes, qui sont des amis, mais qui ont un différend qu'ils n'arrivent pas à régler, que la psychiatre essaye de régler. La scène est très drôle, la scène est très très drôle avec la psychiatre, elle est hyper bien dosée en humour, elle est hyper bien jouée, elle est vraiment très bien cette scène. Je trouve que c'est un modèle du genre, et que souvent les gens ont critiqué l'humour dans les films Marvel, et bien là je trouve que c'est une scène qui marche super bien, et je pense que c'est difficile de la critiquer, mais bon, il y a toujours des gens qui ne l'aimeront pas, c'est comme ça. Donc voilà, ces personnages, ils savent qu'ils ont une mission à faire, la patrie avant tout, ils savent qu'il faut arrêter absolument cette nouvelle menace qui arrive, mais après ils partiront pas en vacances ensemble, ils le savent. Bon, évidemment, peut-être que l'histoire nous dira qu'ils partiront peut-être en vacances ensemble, et que j'espère que voilà, ça reste des amis, etc. Bucky ne comprend pas pourquoi le Faucon a rendu le bouclier, voilà, ça a créé une tension entre les deux, mais bon, on est persuadé que tout ça va s'arranger. Non, c'est vrai, j'ai beaucoup aimé le rythme de cet épisode, et à des moments je me suis dit bon bah voilà, c'est fini, mais non, c'est pas fini, mais non, on va voir machin, et là je trouve ça génial, parce que ils auraient pu nous faire ça en 3 épisodes, 3 cliffhangers, mais en fait ils décident de tout mettre dans le même épisode, ce qui prouve qu'ils en ont encore sous le pied et qu'ils vont encore nous faire des révélations. Alors on connaît un peu la mécanique évidemment chez Marvel,
avec les scènes post-génériques, ou dans ces séries-là, de faire apparaître un personnage où les gens font waouh, où les gens font cool. Eh ben, je suis désolé, mais donc là, spoiler, hein, quand ils vont voir Isaiah Bradley, le Captain America Black de la guerre de Corée des années 50, eh ben, je trouve que c'est génial parce que ça fait écho à l'histoire des comics et écho à l'histoire des États-Unis, et ça, je trouve ça absolument super. C'est vraiment très très bien fait, c'est très bien pensé, donc bravo aux showrunners, aux producteurs et aux scénaristes, parce que c'est génial. La scène est poignante, la scène est forte, avec ce Captain America oublié de l'histoire, sur lequel on a fait d'horribles tests pour recréer le sérum de super soldat. Et ouais, j'ai vraiment adoré cette scène, j'ai adoré l'acting, j'ai adoré le personnage, l'acteur est formidable, enfin, vraiment c'était super. Et puis à la fin, dire on savait qu'il y avait Zemo qui devait apparaître dans la série puisqu'on avait vu les bandes annonces, mais là ils vont aller voir Zemo parce qu'ils ont besoin de clés. Voilà, c'est vraiment un épisode très riche, très intéressant, et qui vraiment met la barre très haut. Voilà, j'ai découvert, je suis allé voir, j'ai parlé avec un ami producteur qui me dit mais ces séries elles sont quand même hyper bien produites, parce que moi j'avais l'impression que WandaVision c'était un peu le budget du Miel et les abeilles. Parce que c'était pas dingue. WandaVision, ça a coûté 25 millions de dollars par épisode. Il paraît qu'ils sont allés chercher pour les épisodes des années 50 et 60 les projecteurs de l'époque, pour avoir la lumière de l'époque, pour avoir le grain d'image de l'époque. Ils ont ressorti la péloche. Enfin, au secours, ils ont dépensé beaucoup trop d'argent sur des choses qu'on voit pas. Et là, c'est à peu près le même budget sur Faucon et le Soldat d'hiver. Donc on se retrouve en fait avec beaucoup moins d'acteurs que dans Endgame, mais avec un budget de dingue. C'est pour ça qu'on a des scènes d'action hyper efficaces, bien filmées, avec des effets spéciaux. Il y a 2-3 SFX qui m'ont pas trop plu, avec Elle Rouge notamment. Il y a des moments où je trouve qu'il s'intègre mal dans l'image. Je trouvais ça un peu cheapos, je trouvais ça un peu bizarre pour une série de ce niveau-là. Mais voilà, je trouve que c'est énorme, quoi. Le budget vous vous rendez compte que le budget de chaque épisode, c'est juste un épisode avec certainement beaucoup de blabla, mais une grosse scène d'action au milieu. Bon, tout coûte cher aux États-Unis, hein. Le budget café sur le plateau tous les jours, c'est 100 000 $, donc il faut le savoir, quoi. Donc tout coûte cher, évidemment. Tout le monde est syndiqué, tout le monde a des droits, tout le monde touche des droits, tout le monde est bien payé. Donc ça coûte cher, mais voilà, au moins c'est à l'écran, c'est à l'image, et le plaisir est là et le budget est respecté. Moi, les dernières choses qui m'étonne toujours sur ce type de série ou de projet, c'est où sont les autres. Ok, les Avengers n'existent plus vraiment parce que certains sont morts, d'autres à la retraite à la fin des Avengers Endgame, mais pourquoi pourquoi dans WandaVision il n'y a aucun autre Avengers qui arrive pour essayer de sauver le Save the Day? Pourquoi dans le Faucon et le Soldat de l'hiver, ils sont un peu démunis parce qu'ils sont un peu tout seuls, mais ils ont qu'à appeler des copains. Il y a certainement d'autres, il y a Ant-Man, ils ont d'autres Avengers à aller chercher pour les aider dans cette mission qui a l'air quand même d'ampleur internationale. Il y a des héros un peu partout, il y en a de plus en plus, il y en avait beaucoup dans Endgame. Il y a des gens qui ont des armures, il y a des Valkyries, il y a des humains, il y a Thor qui est toujours dans le coin même s'il est parti pas très loin. Enfin voilà, où sont les autres Avengers? C'est toujours la question que je me pose. C'est un peu la question que je m'étais posée quand j'avais vu le deuxième Thor, qui était pas le meilleur, le Dark World. Thor, il est un peu tout seul, il y a une menace, il y a quand même des extraterrestres qui arrivent pour détruire Londres. Et quand il y avait des extraterrestres qui arrivaient pour détruire New York, ils étaient tous là. Et pourquoi là il est tout seul? Alors oui, on va nous expliquer que les autres sont occupés, mais quand même, quand il y a une menace mondiale, c'est un peu pareil dans les comics, hein. On se demande souvent où sont les autres dans un univers partagé, et là c'est le sentiment que j'ai en regardant cette série. C'est peut-être le seul point d'interrogation qui n'est pas un point noir que j'ai à poser sur cette série. Le deuxième épisode m'a donné énormément de plaisir, j'ai ri, j'ai adoré, j'ai fait waouh en démange, c'est cool, c'est exactement ce qu'on veut voir. C'est des actes d'héroïsme pur, des scènes d'action qui bougent, des personnages forts, attachants. On a envie d'en savoir plus, et on a envie de voir le troisième épisode très très vite. J'ai hâte de le revoir avec mon fils, parce que je l'ai fait une fois en VO tout seul et une fois en VF avec lui. Du coup, je suis sûr qu'il va adorer également. Voilà, donc très très bon épisode, vivement la suite. Et voilà, c'est exactement ce dont on avait besoin, l'absence de cinéma, de grand écran et de films comme ça au cinéma. On a adoré aller voir les 23 films Marvel au cinéma. On a hâte que ça revienne, et on ne sait pas voilà, on découvrira certainement Black Widow sur Disney+ dans les prochaines semaines, ce qui est dommage parce qu'on a envie de sensations grand écran comme ça, mais voilà, on a hâte d'avoir plus de sensations comme ça. C'est vivement recommandé, c'est sur Disney+, vous pouvez aller regarder l'épisode si vous voulez, et si vous voulez lire du Faucon et du Soldat de l'hiver, je vous mets une sélection de titres
dans le descriptif de la vidéo. C'est les titres dont je vous ai parlé dans la vidéo d'hier qui s'appelle Que regarder après avoir vu les 2 premiers épisodes de Faucon et Soldat de l'hiver. C'est en gros les bouquins disponibles sur le marché, édités par Panini ou réédités ou repackagés avec un nouveau nom. C'est-à-dire des épisodes de Captain America, de la série principale Captain America, avec le Faucon, donc ils ont marqué Faucon à la place de Captain America, et ou le Soldat de l'hiver, Winter Soldier, pour des épisodes de Brubaker là-dessus. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Regardez cet épisode, dites-moi ce que vous en avez pensé. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir. Salut!